Salut YouTube et bienvenue dans ce premier épisode de Guns of Fiction, l'émission qui parle des armes à feu dans les œuvres de fiction. Oui, je sais, le nom est pas sensationnel, je suis pas encore certain que ce sera le nom définitif de cette émission. Et d'ailleurs, si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dans cette première émission, on va parler de Squid Game. C'est la série qui bat tous les records d'audience sur Netflix en ce moment, vous en avez du coup certainement déjà entendu parler. Dans Squid Game, on suit le parcours de 456 personnes qui ont des grosses difficultés financières. Ces personnes acceptent de risquer leur vie en participant à une mystérieuse compétition dont le ou les vainqueurs repartiront avec des milliards de won, la monnaie en vigueur en Corée du Sud. Personnellement, je me suis farci tous les épisodes de la série en un week-end et j'ai vraiment passé un moment très sympa. Il n'y a pas énormément d'armes à feu dans cette série, donc je me suis dit que pour un sujet de première émission, ça ne devrait pas être un sujet trop difficile à traiter. J'ai quand même repéré quelques petites choses intéressantes à dire, et j'espère que ça vous plaira. Je précise évidemment, spoiler alert, si vous ne souhaitez pas qu'on vous dévoile certains éléments de l'intrigue, eh bien ne regardez pas cette vidéo. Par ailleurs, je vais être amené à montrer des scènes qui sont un petit peu violentes, donc si vous êtes sensible à ce genre d'image, eh bien évitez aussi de regarder cette vidéo. Cela étant dit, on commence tout de suite avec la première arme. Arme numéro 1, le SR-25 de Knights Armament. Le premier jeu consiste en une partie géante de 1, 2, 3 soleil. Les organisateurs du jeu utilisent pour cela une énorme statue de petite fille, dont les yeux sont en fait des détecteurs de mouvement. Il y a un grand nombre de meurtrières dans la pièce, dès qu'elles dépassent de longs canons noirs. Lorsque la statue détecte un mouvement, le joueur est alors éliminé par l'un des fusils. La première fois que j'ai vu la scène, je me suis dit qu'il s'agissait de tourelles automatiques. Je ne sais pas si c'est effectivement l'impression que voulait donner le réalisateur, toujours est-il que ce sont des fusils qui ont été utilisés pour cette scène. Malheureusement, on ne les distingue presque pas. Mais le silencieux que l'on voit dépasser est suffisamment caractéristique pour qu'on puisse identifier le fusil. Il s'agit de SR-25 de chez Knights Armament, un fusil de type DMR pour Designated Marksman Rifle, chambré en 7,62 par 51 mm. On notera d'ailleurs que les effets sonores utilisés dans cette scène ne correspondent pas à celui d'un fusil équipé d'un silencieux. Arme numéro 2, le HK MP5A3. Après la fin de la première épreuve, la plupart des soldats roses sont armés. Ils transportent un pistolet mitrailleur, le MP5A3 de chez Echelon Corps. Il y a deux éléments caractéristiques qui permettent de les identifier comme des modèles A3. La crosse, qui est rétractable, et le trigger group SEF, qui a ce look caractéristique. Un détail intéressant à noter, c'est que la série utilise au moins deux modèles de MP5 différents. Il y a ceux que j'ai envie d'appeler les beaux MP5, qui sont faciles à identifier car ils sont tous équipés d'un rail Picatinny sur le dessus. Ces MP5 sont capables de tirer. En observant attentivement ces scènes, on constate que les soldats appuient réellement sur la queue de détente et que la culasse des MP5 bouge réellement. Avec un petit peu d'attention, on peut même apercevoir les étuis vides qui volent, même s'ils sont assez durs à distinguer. A l'inverse, il y a ceux que j'ai envie d'appeler les MP5 moches. Ils équipent la majorité des soldats, en particulier dans les scènes où il n'y a pas de tir. Ces MP5 sont équipés d'une crosse un peu plus épaisse, une crosse dite F. Ils n'ont pas de rail Picatinny sur le dessus. On peut voir qu'ils ont une série de trous sur le chargeur. Le trigger group est moins détaillé, il n'y a pas les rainures caractéristiques. Par ailleurs, ces MP5 semblent totalement factices. Dans les scènes de tir, les soldats n'essayent d'ailleurs même pas d'appuyer sur la queue de détente. Ah, et juste pour l'anecdote, à un moment donné, on voit un soldat rose avec son chargeur à l'envers. Arme numéro 3, le Smith & Wesson modèle 19. Les soldats roses sont également équipés d'une arme de poing dont ils font un usage massif lors de l'épreuve numéro 2. Il s'agit de Smith & Wesson modèle 19, un revolver de calibre 357 Magnum. Il est reconnaissable à sa taille, à la forme générale de la carcasse, aux organes de visée et à d'autres détails. On peut voir ici qu'il est équipé d'une poignée en caoutchouc de la marque Hog. Cette arme équipe également la plupart du temps ce personnage, un policier coréen infiltré dans l'organisation. L'exemplaire qu'il utilise est quant à lui équipé d'une poignée en bois. On peut très bien l'apercevoir dans une scène de l'épisode 7 où il s'en sert pour menacer un gros monsieur tout nu. J'avais envie de placer gros monsieur tout nu quelque part dans mon script. Dans l'épisode 7, le chef des soldats roses parle à la cantonade avec le policier infiltré et il lui dit que son arme est un M60 Smith & Wesson. C'est une erreur. Le M60 Smith & Wesson, c'est une version en acier inoxydable du Smith & Wesson M36, ce que manifestement cette arme n'est pas puisqu'elle n'est pas en acier inoxydable. J'ai toujours facilement retenu ce qu'était le Smith & Wesson M60 parce que je trouve ça rigolo que ça s'appelle un M60 en réalité. On est bien d'accord que si je vous dis M60, vous allez penser à ça. Et pas à ça. Non. La subtile différence de gabarit qui existe entre ces deux armes, qui pourtant partagent la même dénomination, j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Arme numéro 4, le Colt M1911A1. Le chef des soldats roses se distingue avec un masque noir, une tenue spécifique ainsi qu'une arme spécifique. Il s'agit d'un Colt M1911A1.
Je pense très fortement qu'il s'agit d'un airsoft gun. À plusieurs reprises, on peut constater qu'il y a un trou en dessous du chargeur. Sur de nombreux airsoft guns, c'est par ici qu'on injecte le gaz qui permet à la réplique de fonctionner. Et dans une scène, alors qu'il exécute l'un des soldats roses, on peut voir qu'il se prend un petit nuage de gaz au moment du tir. Quand on fait ce mouvement et qu'on tire immédiatement avec un pistolet airsoft à gaz, on se prend toujours un petit nuage de gaz à cause de l'inertie du gaz contenu dans le chargeur. D'ailleurs, il n'y a pas une chose qui vous intrigue dans cette scène. Ce plan est à l'envers, il y a une symétrie horizontale. Regardez, le holster du garde sur le côté gauche, le numéro écrit à l'envers ici. C'est pas moi qui ai changé quoi que ce soit, hein. C'est comme ça dans la série à l'origine. C'est sans doute une décision prise au montage pour que le cadrage soit cohérent avec le mouvement de la scène. Un dernier détail, dans l'épisode 8, le méchant avec le masque noir se sert de son arme pour tirer sur le policier. Il y a un plan où on voit son arme tirer en très gros plan. Sur ce plan, il s'agit d'un autre modèle. On peut le constater avec au moins un détail. Sur ce plan, le marteau est squelettique, alors que le reste du temps, le marteau est plein. Arme numéro 5, le Smith & Wesson M10. La dernière arme dont on va parler est le Smith & Wesson Model 10, un revolver de calibre 38 spécial et qui est étrangement la source de nombreux faux raccords au cours de la série. Le M10 ressemble un peu au M19, mais il se distingue notamment au niveau de la forme de la poignée et des organes de visée. Lors de l'épisode 2, un soldat rose s'en sert pour ramener le silence dans la pièce. C'est une occasion de l'apercevoir en gros plan. Plus tard, le policier infiltré s'en sert pour menacer un soldat rose. Et dans l'épisode 8, c'est également cette arme qu'il utilise pour menacer le méchant au masque noir. Une autre occasion de le voir en très gros plan. Dans cette scène, on peut littéralement voir son arme se transformer d'ailleurs. Là c'est un M10, là c'est un M19, et là c'est un M10 encore. Dans cette scène, l'homme au masque noir fait une autre déclaration à propos de l'arme du policier infiltré. Il dit « Ce revolver contient 5 balles. Selon le règlement en vigueur dans la police, une chambre doit rester vide et une autre doit contenir une balle à blanc. Il ne te reste donc plus que 3 balles. » Et il se trompe. Encore. Enfin, en quelque sorte. Le M19 et le M10 sont tous les deux des revolvers qui contiennent 6 cartouches. Donc logiquement, même en tenant compte du faux raccord, l'arme du policier devrait contenir 4 balles. Par contre, l'arme de service de la police coréenne est le Smith & Wesson Model 60, qui est effectivement un revolver qui ne contient que 5 cartouches. Donc en fait, le dialogue est bon, c'est juste que ce n'est pas le bon accessoire qui est employé. Et pour ceux qui se posent la question, oui, les policiers coréens doivent effectivement avoir une chambre vide et une chambre contenant une balle à blanc. La chambre vide, c'est pour une question de sécurité, même si personnellement je pense que c'est vraiment inutile. Et la balle à blanc, c'est parce qu'avant de pouvoir tirer sur un individu, les policiers coréens doivent d'abord effectuer un tir de sommation, et c'est ce tir de sommation qui est effectué avec la balle à blanc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos des armes à feu qui apparaissent dans Squid Game. C'est du coup la fin de ce premier épisode de Guns of Fiction. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la regarder également. Si vous avez des commentaires, des critiques constructives surtout, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Pensez à vous abonner également pour ne pas manquer les prochaines émissions. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!